Deuxième partie de ce rendez-vous, deux invités m'ont rejoint. Maître Abdoulaye Ben Meïté, un député du RHDP, et Monsieur Marius Conan, député du PDCI. Alors, avec vous, nous allons aborder donc la thématique de cet échange, de ce débat, les perspectives du débat démocratique au Parlement après les élections du 6 mars prochain. Bien évidemment, M. Geoffroy Julien Kouao et d'autres débatteurs, dont Dr Adou, Pierre Adou Kouadio, participeront également au débat, donc pourront contribuer à la réflexion que nous inspire cette thématique. Alors, honorable Abdoulaye Ben Meïté, vous avez écouté tout à l'heure Geoffroy Julien Kouao. Il a dit deux choses importantes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut réduire le nombre de députés à l'Assemblée nationale? La question que vous posez, c'est de savoir effectivement s'il faut réduire le nombre de députés. À cette question, je ne suis pas peut-être la personne la mieux placée pour effectivement pour y répondre. Mais cela sous-entend que nous puissions nous placer dans une dynamique intellectuelle et non partisane ou politique. Je serais tenté de dire que la réflexion peut être menée à ce niveau. Mais il faut savoir se souvenir. Je voudrais vous souvenir qu'en Côte d'Ivoire, depuis les années 60, il y a eu un nombre de députés. Nous avons eu des députés de 100 qui a évolué. Depuis 1960, nous sommes aujourd'hui à 255 députés. La population de Côte d'Ivoire à cette époque était de combien? Et nous avons combien de citoyens? À combien s'élève le nombre de députés, le nombre de citoyens en Côte d'Ivoire, le nombre de populations? Et il a donné des exemples, notamment certains pays comme la France. Il a pris également des pays de la sous-région. Il a essayé de réfléchir à une sorte de ratio population-député. Mais je pense que chaque État a sa réalité. Il faut contextualiser les réflexions. La Côte d'Ivoire ne peut pas être la France. La France, c'est plusieurs années de démocratie. La Côte d'Ivoire ne peut pas être également le Mali, comme la Côte d'Ivoire ne peut pas être les États-Unis. Et quelles sont les raisons qui fondent quelles sont les raisons qui aujourd'hui permettent à la Côte d'Ivoire de décider d'avoir 255 députés? Un État, la vie d'un État, c'est comme la vie d'un individu. Et chaque individu a une histoire. La Côte d'Ivoire a une histoire qui n'est pas l'histoire du Mali, qui n'est pas l'histoire de la France. Et vous savez, quand vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, vous prenez la France, vous prenez la Belgique, la Suède, ce sont des États qui peuvent avoir les mêmes réalités sociologiques, même sociales, mais ils peuvent ne pas avoir la même histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde l'évolution du nombre de députés de 60 à ce jour, je peux risquer de dire que ce nombre n'est pas pléthorique. En considération de l'histoire de la Côte d'Ivoire, du peuplement de la Côte d'Ivoire, des attentes de nos populations. Alors, Marius Conan, est-ce que cette référence à l'histoire permet de dire, autorise à conserver le nombre de députés tel qu'il est aujourd'hui, 255? Maître Meïté dit, pour lui, c'est pas un effectif pléthorique. D'accord. Je voudrais déjà vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez. Dire que pour moi, comme il n'existe pas de ratio conventionnel, on pourrait passer du temps à épiloguer, à discuter sur cette question. Mais je veux que les Ivoiriens et ceux qui nous suivent retiennent que le nombre de députés est fixé par décret. Le nombre de circonscriptions et le nombre de députés. Si je ne m'abuse, je sais qu'on a fixé récemment exactement le nombre de circonscriptions qu'on avait à partir du dernier Conseil des ministres et également le nombre de députés. Peut-être que, comme Maître Meïté l'a dit, il faut peut-être pousser la réflexion pour voir est-ce que le nombre de députés qu'on a aujourd'hui correspond à quelque chose. Est-ce que ça répond à un objectif que nous nous sommes fixés? Est-ce que ça répond à une ambition? Voilà, il faut peut-être mener la réflexion. Mais je serais mal placé,
pas qu'est-ce qui a permis au chef de l'État, au gouvernement qui est en place aujourd'hui, de passer de 200... sous Gbagbo, on était à moins de 250 députés, je crois 225, de passer de 225 députés à 255 députés aujourd'hui. Et en plus d'avoir des sénateurs. Bon, voilà. Alors, il y a l'autre grief porté contre les députés, si j'ose dire, c'est que, bon, je le dis très vite, vous ne travaillez pas assez. Mais c'est une belle réflexion. Mais tu aurais pu me laisser commencer là. Vous savez, c'est une belle réflexion parce que, en toute chose, il faut savoir rester intellectuel. Je ne voudrais pas que la politique me consume, que la politique m'arrache ma réflexion, ma réflexivité, mon intellectualité. Et là, c'est une réalité. En Côte d'Ivoire, malheureusement, nous n'avons pas eu cette culture de la proposition de loi. Mais je voudrais aussi préciser qu'en dépit de cette réalité, les députés participent activement à l'enrichissement des textes, des projets de loi qui nous sont proposés. Mais je voudrais quand même que cette nouvelle législature à venir puisse permettre une rupture avec cette habitude. Ça fait partie des qui existe depuis donc, le PDCI, l'ancêtre, en passant par le FPI, jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que le régime du grand président Alassane Ouattara, sera le régime sous lequel il aura effectivement des propositions de loi venant des députés. Ce sera effectivement la différence entre nous et les régimes précédents. On espère. On peut espérer cela. Oui, je crois qu'il faut espérer. Il faut croire que avec l'évolution, avec le temps, des choses pourraient aller dans le sens souhaité par Dr Kwao tout à l'heure. Vous voyez, tout repose sur le système dans lequel nous sommes, le système politique que nous avons choisi. Il est à la base des problèmes de l'efficacité ou de la non-efficacité du Parlement. Vous voyez, aujourd'hui, je vais peut-être vous dire que, en ce qui concerne le Sénat, il y a une disposition de la Constitution qui permet au chef de l'État de choisir parmi des Ivoiriens reconnus pour certaines qualités, d'en choisir, je crois, 66 pour faire 2 des sénateurs sans qu'ils ne soient élus. 33. 33. C'est ça, 33. Voilà, il y a 66 qui sont élus et il y a 33 que le chef de l'État choisit en fonction de des apports qu'ils ont pu, de ce qu'ils ont pu faire en Côte d'Ivoire et tout cela. Et ces personnalités qu'on a récemment choisies, alors que nous pensions que c'était des personnes qui n'étaient pas politiquement teintées, ont choisi toutes, excepté 2 d'entre eux, de rejoindre le camp du président de la République. Vous voyez? Ça, c'est leur choix. Non, mais attendez, on ne peut pas vous choisir, on ne peut pas vous désigner. Parce que vous avez été une ancienne gloire du football, on vous connaît comme ancienne gloire du football, vous arrivez au Sénat, et du coup, vous décidez de devenir sénateur RHDP. Ça me gêne. Personnellement, ça me gêne. J'ai même fait une petite production là-dessus à l'époque pour dire cette façon de faire n'est pas bien, c'est pas une bonne façon de faire pour notre démocratie. On aurait pu en ce moment-là laisser tout le monde compétir, le footballeur allait compétir, le chanteur, l'artiste allait compétir et on aurait pu choisir. Mais si on a désigné, on a donné le pouvoir au président de la République d'injecter dans le quota des députés, des sénateurs, 33 personnalités, mais ce n'est pas pour que ces personnalités rejoignent les rangs de nos partis politiques qui ont déjà fait leur plein. Vous voyez? Donc je dis que c'est le régime qui pose problème. Voilà. Peut-être que quand nous allons décider d'aller d'essayer quelque chose d'autre, on arrivera à une situation qui ne ressemblera pas à celle que nous vivons aujourd'hui. Comme un régime parlementaire. Peut-être, mais même si pour moi le régime parlementaire n'est pas la panacée. Ben, moi je voudrais répondre comme sur la question. Bien sûr, oui. Alors je pense qu'il y a un amalgame. Je crois que la question qui était posée, c'est de savoir, c'est le constat, on est parti du constat qu'il n'y a pas de proposition de loi. Que les députés ne travaillent pas. J'ai dit que j'en convenais. Ouais. Mais je vais aller au-delà de la réflexion que j'ai faite tout à l'heure, pour dire que je note qu'à un moment donné, il y avait une culture législative. Il y avait un déficit de culture législative. Dès 1960, nous avions des intellectuels, mais nous avions aussi des gens qui ne comprenaient rien du fonctionnement d'un parlement.
d'une assemblée générale à cette époque-là. Nous avons connu d'autres époques. Aujourd'hui, avec le taux d'alphabétisation, parce qu'il faut quand même préciser que les intellectuels, ceux-mêmes qui devaient même faire des propositions de loi, n'étaient pas intéressés par la politique. Le monsieur il fait ses études en France, il rentre, on lui donne un poste dans l'administration, mais la politique c'est pour Houphouët-Boigny, c'est Houphouët-Boigny qui nomme celui qu'il veut. Parce qu'il faut quand même préciser que les députés étaient nommés. Et après, il fallait appartenir au pouvoir politique, il fallait être un activiste politique pour espérer effectivement avoir la qualité des députés. C'est maintenant qu'aujourd'hui, on assiste effectivement à de vraies élections de députés, parce que toute la compétition se passait au sein des mêmes partis politiques. Et avec le multipartisme, on donne le choix au peuple de décider des personnes pouvant effectivement porter sa voix. Mais quand il donne l'exemple du Sénat, il faudrait quand même qu'il se souvienne qu'il y a une certaine égalité entre les membres du Parlement. Quand vous êtes sénateur, c'est une chambre, il y a une liberté d'appartenir à tel groupe ou à tel groupe parlementaire. La loi ne précise pas qu'il faut, quand tu as été nommé par le président de la République, que tu dois être forcément un opposant ou un indépendant. Alors, des personnalités sont nommées par rapport à leur mérite. Libre à elle de choisir. Est-ce que vous pensez que parce qu'on essaie d'épouser la politique du président de la République, la vision du président de la République, qu'on ne joue pas son rôle? Mais c'est parce que justement l'opposition n'a pas d'offre nouvelle. Si des intellectuels sont au Parlement, que leur rôle consiste à s'opposer systématiquement à tout, peu important effectivement les conséquences de telle opposition, qu'il y a des personnes intellectuelles qui sont désignées et que devant ce spectacle, confrontés à la réalité, se disent, mais effectivement, c'est là qui est bon, c'est là que je pars, parce que là-bas, il y a une offre, il y a un espoir, il y a un avenir. Parce qu'il ne faut pas descendre. J'étais en train de dire que le problème, c'est le régime qui pose un problème. C'est le régime qui nous pose un problème. Il a dit l'ensemble, si vous prenez les lois qui ont été adoptées depuis 1960, vous trouverez peut-être, je ne sais même pas si on peut trouver 2 ou 3 lois qui ont fait l'objet, qui étaient des propositions de loi. Tout vient du président de la République. Et moi, je viens de passer 4 ans au Parlement. Est-ce que c'est le président de la République? Je viens d'avoir 4 ans, de passer 4 ans au Parlement, et je peux vous dire que le président a légiféré en grande partie par ordonnance. Mais c'est parce que le régime lui permet de le faire qu'il le fait. Donc pour moi, le problème, c'est la question du régime. Il ne faut pas se leurrer. Je suis député, je n'ai même pas, pour l'instant, je n'ai même pas d'assistant. Je n'ai même pas d'assistant personnel. Je n'ai même pas de chargé d'études, je n'ai même pas d'accompagnateur, quelqu'un qui m'aiderait à faire de la recherche, à écrire, même un secrétariat, un tout petit secrétariat, pour saisir ce que je voudrais faire comme proposition. Vous comprenez que dans ces conditions, il est difficile de travailler. Surtout que les spécialistes en matière d'écriture des textes se retrouvent très souvent auprès des ministres, dans des ministères, plutôt que d'être au Parlement. Il n'y a même pas à l'Assemblée, je ne sais pas, il n'y a pas de cellule à laquelle tu pourrais même t'adresser pour te faire accompagner quand tu as envie de rédiger une proposition de loi. Est-ce que c'est maintenant ou ça a été tout le temps ainsi? Ça a été tout le temps ainsi. Donc, mais j'estime que... Il faut changer ça. Oui, mais pour moi, le problème vient du régime. C'est parce que le régime, il est présidentiel et que tous ceux qui arrivent là ont tendance à croire qu'en étant plus proche du président de la République, en soutenant l'exécutif, ils se sentiraient bien. Voilà. Et donc, du coup, ça crée une sorte de laxisme et les gens ne travaillent pas. Voilà. Bon, j'avoue, je dirais pour terminer sur ce point, que malgré, au-delà des apparences, au-delà du fait qu'il n'y a pas de proposition de loi, des députés travaillent quand même. Au sein de l'Assemblée, les textes qui sont déposés font l'objet de grandes discussions. Moi qui vous parle, j'ai fait plusieurs amendements à plusieurs reprises sur plusieurs projets de loi, même si Méité a voté contre, mais on a fait. Voilà. Écoutez, moi c'est vrai, il me plaît quand même de confirmer ce qu'il a dit, parce que au cours de cette législature, j'avoue que c'est un collègue qui s'est distingué par la qualité de ses interventions. Il n'est pas mon partenaire politique, il est un adversaire politique. C'est déjà bien. Mais c'est cela la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on apprenne effectivement à se lever au-delà de certaines contingences. C'est un respect mutuel, c'est une admiration mutuelle. Mais je voudrais quand même indiquer, ce qu'il a dit, c'est quand même quelque chose à retenir. J'ai eu la chance, ici aussi président du réseau des parlementaires pour la promotion, la protection, la défense des droits de l'homme. Et en cette qualité, il m'est arrivé effectivement de faire des voyages. Et dans le cadre de mes professions, je suis aussi avocat.
dans le cadre de ma profession d'avocat et par rapport à certains voyages que j'ai eu à effectuer, j'essaie de faire une comparaison. Et j'ai noté que dans certains pays, le parlementaire, il y a un autre regard sur le parlementaire. C'est le cas notamment au Ghana, à tout près. Mais c'est vrai, on me dira que c'est un autre système, comme au Kenya, mais ce n'est pas le même système politique. Ils sont anglo-saxons, à travers leur pays colonisateur. Ce n'est pas la même réalité. Mais je note que pour une meilleure efficacité des parlementaires ivoiriens, il faut qu'on réfléchisse. Enfin, en fonction du budget de l'État, parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des contraintes financières, que les députés puissent avoir un petit cabinet. C'est quelque chose à voir. Déjà, à réfléchir. J'ai dit que je suis d'accord avec lui. Ah ouais. Il faut que les députés... Moi, je suis avocat. Je peux me permettre de la logistique. Je peux écrire des textes. Mais ce n'est pas évident pour lui qui n'est pas juriste. Ce n'est pas toujours évident. S'il l'est, c'est un plus. Mais il y a pas mal de députés qui ne sont pas juristes. Mais une personne qui a déjà un niveau intellectuel, même le BPC, qui aime la chose parlementaire, qui fait la réflexion, quelles que soient les meilleures idées que la personne aura, si elle n'a pas des techniciens à même de l'aider à traduire en texte sa réflexion, ce n'est pas évident que la personne puisse être productive. C'est pour cela, et je vais terminer, c'est pour ça que j'estime que, au-delà, ceux mêmes qui ont la possibilité de proposer des textes, il faut qu'ils aient le courage de le faire. Moi, j'avoue, à mon même niveau, il m'est arrivé de penser effectivement à certaines choses qui ont été prises en compte. Mais heureusement d'ailleurs par le gouvernement. J'ai eu à faire des amendements à des textes, j'ai eu à faire des lectures par rapport à des textes. On a eu même des débats très durs avec des émissaires du gouvernement. En dépit de ce que je suis, de mon parti politique, je suis racheté. Donc c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, le parlementaire n'est plus ce parlementaire complexé comme au temps du PDCI. Heureusement, aujourd'hui nous créons, et sous l'égide du président Amadou Soumaoro, je pense qu'on a fait une avancée. Le Parlement est devenu un peu plus mature, il y a beaucoup plus de sérieux, et ce n'est plus... C'est pas forcément son avis. Hein. Non, il y a quand même une certaine avancée. Vous savez, le Parlement était devenu une caisse purement politique, où l'institution a été utilisée... Qu'est-ce qui a changé? J'en viens. L'institution a été utilisée à des fins de... Comment on appelle... à des fins de promotion personnelle. Vous avez dû remarquer qu'il y avait des clans. Je ne parle même pas au-delà des partis politiques, il y avait des clans. Quand moi je rentrais au Parlement, c'était mon premier mandat, je rentre au Parlement, il y avait un président qui était là à cette époque-là. Et donc, j'avais pensé effectivement que la jeunesse de ce président-là pourrait servir à donner un nouvel élan à cette grande institution. Mais malheureusement, je ne sais pas ce que j'ai eu à constater. Mais plus tard, j'ai constaté effectivement que les députés étaient maintenant pris dans une certaine visée. La preuve, c'est sous ce président que nous avons eu effectivement enfin un statut du député. Vous voyez, c'est une avancée. Parce qu'on occupe une fonction qui n'est pas statutée. C'est déjà un problème à la forme. Donc je pense qu'il y a une avancée. Mais ce que je voudrais dire, et vous faites bien de le signaler, je voudrais vraiment remercier le professeur et aussi remercier mon excellent collègue pour dire qu'il faut réfléchir aujourd'hui à la fonction législative. Il faut mettre les députés en situation de pouvoir jouer pleinement leur rôle. Il faut décomplexer de plus en plus les députés parce que les idées qu'ils véhiculent ne sont pas forcément des idées qui s'opposent à la vision du chef, de l'exécutif, mais il faut aussi que les députés se mettent dans une disposition, quelle que soit l'obédience politique, d'accompagner cette nouvelle vision, d'accompagner de belles réflexions, d'accompagner de belles initiatives. Parce qu'il faut quitter dans le clivage d'opposition politique pour l'opposition, parce qu'il faut faire tomber effectivement tel chef ou telle personne. D'opposition systématique. Oui, je dirais que Meïté a dit beaucoup de belles choses, mais il faut retenir une chose. Moi, je suis arrivé au Parlement il y a seulement 4 ans, mais avec mes rêves de jeune juriste, pensant qu'on allait tout changer. Il y a un texte, il y a un règlement, on va fonctionner selon le règlement, et puis bon, c'est bien, on va cartonner et tout.
Et puis j'ai buté sur la réalité. Elle est tout autre. Voilà. Donc, il y a du travail à faire pour que l'institution parlementaire prenne totalement sa place de contre-pouvoir. Ne serait-ce que dans la programmation du travail à faire. Dans le texte que vous avez juste derrière vous, qui est le règlement de l'Assemblée, l'article 13, en son point 6, dit qu'une séance par mois est consacrée aux questions orales avec débat. Mais si je ne m'abuse, quand je regarde, je jette un coup d'œil en arrière, je regarde dans mon rétroviseur, je n'ai pas souvenance de ce qu'on ait programmé 4 ou 5 séances durant les 4 ans. C'était sous quelle présidence? Parce qu'il y en a eu quand même 2. Bon, je ne veux pas... Non, sous les 2. Hein. Voilà, sous les deux. Sous les deux. On n'a pas vraiment mis en exergue cette volonté du législateur qui voulait que chaque mois, il y ait une séance dédiée aux questions orales avec débat. En fait, les questions orales avec débat, c'est quand vous faites un constat dans l'action gouvernementale, dans l'exercice d'action, vous décidez d'écrire au président de la République. On n'écrit pas au ministre, on écrit au président de la République qui, lui, commet un ministre ou le Premier ministre pour venir nous répondre. Ouais. Mais vous voyez, ces séances-là auraient pu permettre de faire de vrais débats sur des thématiques importantes, sur l'école, sur des questions de santé, sur des questions d'infrastructure. Je sais qu'on a fait une séance sur des infrastructures, ouais. Mais on ne les programmait pas. Pourtant, il y a quelques députés quand même qui avaient déposé des questions de ce type. Mais cela rejoint... Non, mais je voudrais... Oui, non, je termine, comme il a été très long. D'accord. Voilà. C'est pour dire que on mettrait le Parlement dans de bonnes conditions, qu'on aurait un véritable contre-pouvoir. Mais je ne dis pas que au Parlement, il y a une opposition pour s'opposer. Non. Quand le président de la République fait usage de l'article 106 de la Constitution pour prendre des ordonnances, je suis totalement d'accord. Mais il a dit, le professeur l'a dit tout à l'heure, il faut une habilitation pour que le président le fasse. Et mon confrère le sait, quand j'estime que l'habilitation utilisée, mon collègue député le sait, quand j'estime que l'habilitation utilisée par le président de la République n'est pas appropriée, mais je ne m'amuse pas, je le dénonce, je le dis fortement, et je le soutiens. Alors, est-ce que ce constat-là... Non, mais je voudrais quand même rebondir sur la question, je voudrais quand même... parce que c'est un débat qui est récurrent. Vous savez, quand vous regardez les cas d'ouverture, c'est les cas d'ouverture, de saisine, non, je ne parle pas des passerelles, les cas d'ouverture de saisine du Conseil constitutionnel en cas d'effectivement d'inconstitutionnalité, de comportement inconstitutionnel. Mais le PDCI avait environ 81 députés. Voici un parti politique qui estime qu'une loi n'a pas été prise conformément à la loi, mais qui préfère aller parler dans la presse. Au lieu de prendre son bic, il y a des grands avocats à l'intérieur de ce groupe parlementaire-là pour saisir le Conseil constitutionnel s'ils estiment effectivement que les ordonnances qui sont prises ne sont pas assises sous des lois d'habilitation. Mais je pense que, vous savez, la réalité, est ce que je disais, je ne parle pas de lui spécialement, c'était un garçon que j'adore, enfin, il sait combien de fois je l'estime, et c'est réciproque. Oui, mais je voudrais parler du parti politique, du groupe parlementaire. Au Parlement, il y a eu le débat. Chaque fois qu'il y a eu des ordonnances de grande portée, mais ce qui est curieux, c'est que avec l'opposition, quand ses opposants doivent dénoncer une loi prise sous une loi d'habilitation qu'ils estiment non adaptée, ça dépend de la loi. Quand on prend une ordonnance pour libérer Simone Gbagbo, on applaudit. Quand on fait l'amnistie, tout le monde applaudit. Excusez-moi. Je n'avais pas applaudi. Non, je parle de votre groupe parlementaire. Non, nous n'avions pas applaudi, c'est moi qui lui ai déclaré. C'est pas un débat personnel. Allez-y. Quand on prend une telle ordonnance, que ce soit l'opposition, PDCI, RDA, ça applaudit. Que ce soit le FPI, ça applaudit. Mais quand le président de la République prend une autre ordonnance, sur une autre matière, on dit non, ce n'est pas conforme à la loi. Nous avons un problème de conséquence et de cohérence. Nous avons une opposition incohérente qui ne va pas, qui n'assume pas ses responsabilités, parce que le Conseil constitutionnel n'est pas loin du Parlement. Hein. Oui, ma foi. Mais malheureusement, je n'ai pas vu de recours contre une quelconque loi qui serait fondée sur une loi d'habilitation pareille. Mais c'est dommage. Il faut qu'on avance. Je souhaite peut-être qu'on se retrouve
à la prochaine législature pour poursuivre le débat sur les questions d'opposition et de pouvoir. Mais pour l'instant, je pense que le sujet, c'est l'efficacité du pouvoir législatif. Est-ce qu'il joue vraiment son rôle de contre-pouvoir? Est-ce que les députés travaillent? M. Geoffroy l'a dit, il dit que les députés ne travaillent pas. Et nous sommes en train de dire qu'est-ce qui empêche les députés d'être efficaces. Et moi, j'ai commencé par dire que le premier élément, c'est le régime. Après, ce sont les conditions de travail des députés qui n'ont pas, il a soutenu, il a appuyé, qui n'ont pas de cabinet, qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas des hommes rompus à la logistique pour pouvoir les accompagner et tout cela. Et votre raisonnement, ce que vous dites, ça rejoint absolument, la thèse. C'est pourquoi j'ai dit que j'étais à l'aise avec lui. J'étais à l'aise avec lui. Il a parlé des lois concernant les positions que prennent les partis d'opposition. Bon, au-delà des groupes parlementaires, les groupes parlementaires sont adossés à des partis qui après ont envie de faire de la récupération politique. Mais j'estime qu'en tant que parlementaire, nous avons adopté par moments des positions qui n'ont pas été les positions de nos groupes parlementaires. Nous avons pris le soin, en toute responsabilité, on a pris des positions qui n'étaient pas les positions de nos groupes parlementaires, parce que nous sommes allés là-bas pour agir en pleine conscience. Je confirme. Voilà, et pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc quand on le fait, quelquefois, lui ne le prend pas mal, mais certains parlementaires te voient comme, je sais pas, mais un ennemi. Vous comprenez? Vous posez une question qui est normale, vous soulevez une préoccupation normale, mais vous devenez... Bon, quelquefois, vous voyez quelques bouts de vidéo, hein, mais bon, c'est pas toujours comme ça. Voilà. Mais non, quand même, il y a excusez-moi, je voudrais quand même apporter une petite précision. Il y a une compréhension des choses que je n'ai pas. Pour moi, le groupe parlementaire PDCI n'est pas le PDCI. Le groupe parlementaire RHDP n'est pas le RHDP. Ah, mais comment on fait la différence? Non, justement, c'est cela le problème. Parce que Afin Guessan, il était seul député de son parti politique. Il aurait pu s'apparenter au PDCI, comme il aurait pu s'apparenter au RHDP, sans forcément qu'il soit militant du RHDP. Il y a des députés qui sont élus indépendants, qui ne sont même pas effectivement membres du parti politique, mais qui viennent dans le groupe parlementaire RHDP, mais pas pour autant qu'ils se présentent pour prendre la carte de militant. Il faut qu'on fasse la différence. Il y a des députés qui appartiennent à des partis politiques. Il y en a qui n'appartiennent même pas à des partis politiques, qui pourraient se retrouver dans un même groupe parlementaire parce qu'ils sont proches de telle idéologie relativement à la manière dont ils entendent conduire leur mandature. Quand on va penser que parce que le PDCI est en palabre avec le RHDP sur la scène politique, donc cette guéguerre doit être reproduite ici parce que le groupe parlementaire s'appelle PDCI ou RHDP, je pense qu'on n'aura pas encore compris le fonctionnement parlementaire. Absolument, je suis totalement d'accord avec lui sur ce point et je crois que le groupe parlementaire auquel j'appartiens ne fait pas cela parce que nous ne mélangeons pas les choses. Le Parlement est différent de l'autre scène politique. Vous voyez, le PDCI-RDA, qui est mon parti, prend des positions, mais elle les assume. Le PDCI, pardon, il les assume pleinement quand il s'agit des questions des questions d'intérêt public. Vous voyez, pour cette législature, il y a pas mal de lois sur lesquelles on a trouvé un consensus tout de suite. Ouais. Quand c'est bon, et ça j'allais rebondir, si on m'avait laissé dire à docteur, j'allais lui dire que même si on arrivait à avoir l'opposition comme entité majoritaire à l'Assemblée nationale, cela ne devait pas mettre à mal l'exécutif. Exactement. Pour moi, ça ne devait pas déranger l'exécutif, sauf pour des excès. Ça nous permettrait même de limiter les excès. Ainsi donc, le président de la République se sentira obligé de faire des choses dans les normes. Et le ministre de la Justice qu'il envoie, l'ami de... Vous pensez que pour l'instant, ce n'est pas le cas? Bon, je ne veux pas dire ça du président de la République. Voilà, c'est la première personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas cela, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites autrement pour rester conforme au texte. Il a dit tout à l'heure, vous avez vu, celui qui n'est pas au Parlement dit, avant de prendre une ordonnance, le président doit avoir l'habilitation. Mais chez nous, il y a une petite habilitation en matière économique et financière qui permet de prendre toutes les ordonnances de Côte d'Ivoire. Jusque-là. Et ce n'est pas seulement sous le président Alassane Ouattara, cela a été fait plusieurs fois sur d'autres chefs d'État. Mais je vais dire,
Aujourd'hui, il a dit lui-même, avec le niveau d'alphabétisation, le taux d'alphabétisation élevé, avec le niveau de scolarisation, les niveaux que nous avons, on ne devrait plus reproduire ces erreurs. Et voilà les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il nous faut impérativement revenir à la prochaine législature pour poursuivre ces combats. Voilà. Très bien. Non, c'est le débat. Je préfère. Poursuivre ces débats, voilà, débat, plutôt que ces combats. Mais ces débats qui sont aussi portés par des formes de combat politique. Non, c'est le débat. Nous, on est dans le débat, pas dans le combat. Très bien. Alors, docteur Pierre Adou-Kouadio. Alors, tout à l'heure, monsieur Conan Marius parlait du régime présidentiel. Moi, je parlerai plutôt du régime hyper présidentiel. Mais tout est parti de quoi? De la Constitution, de la loi fondamentale que vous avez tous voté. En ce moment, vous étiez tous au RHDP, à un score soviétique. Moi, tout est parti de là. On a vu des intellectuels ivoiriens qui sont levés, qui ont dit dans les médias de la République, qui ont dit dans la presse internationale, qui ont dit partout, sur la télévision, partout, que non, le président de la République n'a pas droit, par exemple, de faire un 3e mandat, par exemple. OK? Mais là, on a vu dernièrement la susceptibilité d'interprétation de certaines lois, etc., etc. Tout cela, le Parlement n'a pas réagi. Et pendant qu'on préparait ces élections, on a vu des gens, le président de la République a pris les ordonnances pour changer certains codes électoraux sans que le Parlement ne réagisse. Je vais aller encore plus loin pour un fait plus simple. On a vu les députés dont les salaires sont passés de 2 millions à 2 millions 500 sans que personne... En fait, ça s'est passé presque clandestinement. Sans que ça n'émeuve personne. Parce que tout à l'heure, vous parlez d'un fait. Vous avez besoin d'un petit cabinet quand même pour vous aider dans vos tâches, aider à rédiger les textes et tout cela. Les 500 000 francs qui ont augmenté, par exemple, pourraient servir à organiser ce petit bureau-là. C'est ce qui n'est pas le cas. Donc moi, je dis ce que j'ai dit. Vous affirmez ou bien vous estimez? Si ce n'est pas le cas, vous affirmez ou bien vous estimez? Bon, j'affirme, parce que s'il en parle, ça veut dire que comme lui, il y a beaucoup. Tout à l'heure, vous avez dit, vous êtes juriste, avocat, mais ce n'est pas tous les députés. Il y a des députés en griffe qui sont presque analphabètes, qui ont besoin quand même d'un petit conseil derrière, qui ont besoin d'un petit budget de fonctionnement. Cet argent, ce pécule qui a augmenté, pourrait servir à organiser tout cela. C'est mon point de vue sur la question. C'est vrai qu'on aura le temps d'en débattre. Je réponds. En fait, sur cette question, il faut faire attention dans l'analyse que vous faites. Vous voyez, depuis 1956, je crois, quand on fixait les indemnités de parlementaires, les législateurs avaient voulu que l'indemnité de base du parlementaire soit égale à l'indemnité de base du magistrat hors hiérarchie, échelon unique, multiplié par 2. C'est-à-dire que dans l'entendement du législateur, quand on prend le dernier fonctionnaire de l'administration, on prend son salaire de base et qu'on le multiplie par 2, et cela doit servir, c'est ce qui va servir de salaire de base aux députés. Mais vous savez que tous les salaires des fonctionnaires et de tous ceux qui travaillent sont indexés sur ces différents coefficients. Quand la discussion est arrivée entre les magistrats et le pouvoir dans les années 2000, ils n'ont pas changé la base, mais ils ont créé des sursalaires et un certain nombre de choses qui ont fait qu'ils sont dans des conditions qui sont beaucoup plus... optimales, oui. Ouais, qui sont meilleures que les conditions des députés. Or, l'objectif de départ du législateur, ce ne c'est pas cela. Donc, les députés se sont retrouvés pour dire, mais attention, quand on prend le départ, quand on prend la base au départ, depuis 1956, la situation n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose à faire. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on va dire qu'un cabinet doit fonctionner qu'on va dire, bon, écoutez, les salaires sont bloqués depuis plusieurs années, il ne faut pas améliorer, surtout que les conditions de vie sont devenues très, 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 très difficiles. Aujourd'hui, vous avez un député qui part d'Abidjan. Moi, heureusement, je suis à Yamoussoukro. Bon, lui va à Kani. Il y en a qui vont à la frontière. Vous voyez, si les députés ne sont pas dans de bonnes conditions, même déjà pour venir à l'Assemblée, ce sera difficile. Mais je ne dis pas que cela devrait empêcher le fait qu'ils aient un cabinet. Il faut le cabinet. Ce n'est pas une opération, j'avoue qu'il y a eu des changements. Ce n'est pas ce que vous dites, mais il y a eu des changements. Mais ce n'est pas une opération qui a été faite dans
Dans un cadre institutionnel. Non, voilà, c'est dans un cadre institutionnel que cela a été fait. Il y a eu une loi, comme il a dit, une nouvelle loi qu'on a appelée le statut des parlementaires. Et cette nouvelle loi a réglé un peu la situation des parlementaires, c'est tout. Voilà. Moi, à ce niveau, moi, je voudrais quand même réagir. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, nous sommes tous comptables de la situation du parlementaire ivoirien. Parce que vous-même, les enseignants, combien de fois vous avez expliqué le rôle d'un député à vos étudiants? Combien de fois? Combien de fois les journalistes ont expliqué à nos concitoyens c'est quoi le député, quel est son rôle? Combien de fois l'État même a pris, depuis 1960, a pris des dispositions de communication parfaites pour expliquer à nos concitoyens c'est quoi un député, quel est son rôle? Vous allez aujourd'hui dans certaines circonscriptions, vous allez voir des citoyens. Dites-leur que vous voulez être député et que votre rôle, c'est de venir voter les lois. Parce qu'il y a qu'aujourd'hui, il faut une véritable médiatisation, une véritable communication pour enlever les députés sous, effectivement, des pressions. Parce qu'il exerce son mandat et il aspire à être réélu. Et les personnes qui doivent le réélire ont des attentes. Notamment, ils sont confrontés à des problèmes sociaux et des problèmes existentiels. Ils sont habitués souvent à voir des députés et des maires. Donc, quand le maire pose des questions, donne des solutions sociales, donc pour lui, c'est le député. Donc, quand vous arrivez à un moment où il y a un député, il y a un maire, ben, le député, on vous attend, on dit il n'y a pas de route. On vous dit non, qu'il n'y a pas de... ma pompe est gâtée. Et dans ce cas, à l'hôpital... Non, je vous explique un peu la psychologie populaire. D'accord. Mais quand le député... Il y a des députés qui n'arrivent même pas à siéger convenablement parce qu'ils sont toujours à la recherche du contentement de leurs électeurs, de telle sorte qu'ils n'ont même pas le temps de se consacrer à l'activité pour laquelle ils ont été élus. Donc c'est un problème d'ensemble. Aujourd'hui, pour régler le problème du Parlement, il faut nécessairement s'interroger sur la compréhension de nos parents, la compréhension de nos citoyens, de nos populations sur la fonction de député. Moi, par exemple, j'ai l'avantage, moi je suis de Kani, je suis natif de Kani, c'est très beau, c'est-à-dire c'est une très belle ville, où les gens comprennent de plus en plus qu'est-ce qu'un député, où je suis l'un des rares députés qui est dit à mes concitoyens, qui sont aussi mes parents, qui a eu à leur dire, non, moi je suis député. Mon rôle, c'est d'aller faire la loi. Voilà. Mieux, voici mon salaire de député. Je n'ai pas de budget pour venir construire des routes ou donner des médicaments. Voici mon argent, ce que je gagne en tant que député. Et comment ils réagissent? Et au-delà, je renonce à mes indemnités de député. Pour dire, voici une école où il y a un effectif pléthorique. Je souhaite renoncer à ça pour qu'on puisse construire 2 bâtiments de 3 classes, pour que nos enfants aient un cadre d'études, comme moi j'en ai connu, et non des paillotes. Mais en renonçant à cela, mais c'était justement une manière pour moi de les éduquer. Mais quand vous venez me dire qu'il n'y a pas de médicaments, je vous dis que l'argent à l'école. Mais combien de députés arrivent à communiquer véritablement, à dire la vérité? Il ne faudrait pas faire languir nos parents non plus. Leur donner à croire qu'on peut faire des choses extraordinaires. On fait de la démagogie politique et après, on n'arrive pas à répondre favorablement à leurs attentes. Et c'est pour cela, je vais chuter, ouais. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut que le parlementaire lui-même se décomplexe. Parce que le complexe électoral est une gangrène de l'activité véritable de nos parlementaires. Moi, chaque fois, et je le vois également le faire, je fais des travaux de restitution chaque 3 mois. Je me rends dans ma circonscription, je parcours, je vais à la rencontre de mes concitoyens, je leur explique, voici les lois qui ont été prises, voici ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et chaque fois, je prends également les aspirations, notamment le premier récurrent chez nous, c'est le problème effectivement agriculteurs-éleveurs. Ils s'en plaignent et je viens, je suis en train de faire même une étude dessus pour proposer au Parlement de sorte effectivement à prendre des mesures idoines. Alors, oui, il a parlé de la Constitution, de l'adoption de la Constitution. C'est ça, vous avez parlé de la Constitution. Je dis, tout est parti de là, puisque on a une Constitution qui
qui rend un président très fort. Il y a des très bonnes dispositions dans cette Constitution sur la question de droits de l'homme, de liberté, etc. Par contre, sur la question de régime, en tout cas, on a donné tous les pouvoirs au président pour agir. Et il en a fait vraiment usage. Pour moi, tout est parti de là. Tout est parti de là. Il y a des dispositions, par exemple, dont tout le monde parle aujourd'hui. Les questions du bilan de santé qui a sauté, les questions, par exemple, de l'âge, ça a sauté. Et puis, bon, on est étonné aujourd'hui que tout cela se passe. Et le Parlement, qu'est-ce que vous en dites? On allait jusqu'au Sénat. Le Sénat sert à quoi aujourd'hui? En principe, le Sénat devait servir à filtrer, à rendre la loi encore plus fine, plus adaptée. Mais qu'est-ce que le Sénat fait aujourd'hui? On a entendu M. Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, dire que lors de son discours, tant qu'il sera là, il ne fera rien pour s'opposer aux décisions prises par le président de la République. Oh, je pense que je voudrais vous donner une information. Excusez-moi. Je pense qu'à ce niveau, vous savez, ne prenons jamais des bouts de phrases ou bien une phrase en enlevant dans son contexte. Parce qu'une phrase, et le docteur vous sera d'accord avec moi, une phrase ne vaut que par son contexte. Il dit, oui, je suis député, oui, je suis président de l'Assemblée nationale. Mais il faut que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas de fragiliser. Et voici le sens de son discours. J'y étais, vous avez lu. Moi, j'y étais. Oui, vous avez lu. Là, ça, c'est de la susceptibilité d'interprétation. Excusez-moi, non. Je suis linguiste. Moi, l'information que je vous donne, moi, je vous donne une information. Vous allez essayer de vous en approprier également. Oui. Parce que nous sommes quand même devant le monde entier. Hein. Oui. Ce que je voudrais dire, ce n'est pas comme ça les choses ont été présentées. C'est un ensemble de phrases cohérentes qu'il a eu à tenir et dans lesquelles phrases il a eu à dire que contrairement à la pensée commune, où l'Assemblée nationale qui était un pouvoir distinct, le Parlement qui était un pouvoir distinct, dans son rôle de contrôle de l'action du gouvernement, n'a pas à être opposé systématiquement et que tant que lui il est là, qu'on ne compte pas sur lui pour s'opposer. Mais il dit qu'il faut que nous soyons une chambre participative. C'est ça. Parce que quand vous regardez effectivement, quand le Rousseau, quand les Montesquieu, quand ils établissaient effectivement ce pacte social à travers la démocratie, la séparation des pouvoirs, il n'a jamais été dit effectivement que l'un des pouvoirs devait écraser l'autre. Oui, il a dit que les partis devaient se retrouver, concourir, mais c'est-à-dire qu'il fallait créer un tout homogène avec 3 entités. De sorte que chaque pouvoir devait secourir l'autre dans le sens de l'améliorer. Voici pourquoi il a le pouvoir de contrôle. Et je voulais même rebondir pour dire qu'il y a une nouvelle trouvaille dans l'Assemblée nationale. Il faut que nous en fassions usage. Mon collègue l'a dit. L'Assemblée nationale, avant, du moins le Parlement, votait les lois et consentait l'impôt. C'était ces 2 fonctions. Aujourd'hui, le Parlement, au-delà de ses missions, de ses anciennes missions, le Parlement aujourd'hui évalue les politiques publiques, contrôle l'action du gouvernement. Je pense qu'il ne faut pas désespérer. Parlant du Sénat, c'est une chose nouvelle en Côte d'Ivoire. Les sénateurs, ça fait combien d'années ils sont déjà là? Ça fait, je crois, 1 an. De façon pratique, ça fait 1 an que le Sénat est véritablement installé. Il ne faut pas désespérer. L'avènement du Sénat, pour moi, participe à la consolidation de nos institutions. Il faut arriver à rendre ça dynamique. Il faut arriver à ce que les sénateurs puissent jouer pleinement leur rôle pour qu'il y ait une certaine stabilité. Parce que cette passerelle, il y a eu des lois, et tu conviendras avec moi, collègue, il y a eu des lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale, qui sont allées au Sénat, qui ont été amendées sur des points que nous n'avions pas vus à l'Assemblée nationale. Donc ça m'a permis quand même, ça m'a réveillé. Parce que au départ, je disais, mais pourquoi un Sénat? Mais ça m'a mené à comprendre qu'il n'y a jamais d'institution de trop. Et j'en ai fait. Je voulais juste donner une information pour vous dire, vous avez parlé de l'adoption de la Constitution du 8 novembre 2016. Nous ne sommes devenus députés qu'après le 8 novembre. Donc, nous n'étions pas au Parlement au moment de l'adoption de cette Constitution. Nos prédécesseurs y étaient. Toi et moi, voilà, nous deux. Voilà. Mais il y a aussi une réalité, c'est-à-dire qu'il y a des débats sur lesquels on ne sent pas les parlementaires.
Lesquels débats, par exemple? Alors, c'est vrai, vous allez me dire que pour l'instant, vous êtes en pré-campagne. L'école, nos parlementaires... J'aurais bien voulu poser les mêmes questions que lui, mais j'ai un cadre dans lequel je fonctionne. Le cadre, c'est le règlement de l'Assemblée, la Constitution et le règlement. Voilà. Je ne peux que poser une question à travers le cadre qu'on appelle les questions orales avec débat, ou bien questions écrites adressées directement au président de la République et il me répondra directement. Voici les cadres que nous avons. Donc chez nous, ça ne fonctionne pas. Le Parlement ne fonctionne pas comme les tribunes que vous voyez ailleurs où des gens viennent pour faire le show et tout. Non. Il y a tout un calendrier. Quand on ouvre la session, de façon périodique, il faut avoir un calendrier qu'on respecte. Tout à fait. Donc si la question arrive au moment où le calendrier est déjà serré, il est clair qu'on ne peut pas l'enrôler pour dire qu'on va ouvrir le débat là-dessus. Voilà. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, mais... Non, moi, je voudrais... Mais je suis en train de vous dire que... Cela rejoint quand même ce que disait... Je vais me ranger. Je suis en train de vous dire que tout est contenu dans le cadre Bien sûr, fixé Moi, je vais... pour le fonctionnement du Parlement. Je voudrais renchérir. Voilà. Oui. Comme c'est un point assez important. Alors, nous sommes au pilori. Il faut quand même que... Ce qu'il a dit, je suis parfaitement d'accord. Qu'est-ce qu'on attend du parlementaire? Nous ne sommes pas des artistes. Si on attend de nous, effectivement, qu'on vienne s'égosiller chaque fois dans la presse, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il y a combien d'Ivoiriens qui s'intéressent au débat parlementaire? Combien d'Ivoiriens? Et combien de médias relaient le débat parlementaire? Combien de journaux relaient le débat parlementaire? Combien de citoyens, comme le docteur, je suis curieux de lui demander s'il s'est levé un jour après ses cours avec ses étudiants, aller s'asseoir au Parlement, à la mezzanine, pendant que c'est ouvert, pour voir un peu comment les débats se déroulent. Parce qu'il ne faut pas critiquer, du moins derrière le rideau. Il faut venir à la réalité pour pouvoir faire effectivement des analyses constructives. Je voudrais dire que ce qu'il dit quand même, c'est intéressant. À quel moment le député pose un problème, suscite un débat? Dans quel cadre? En quel lieu? Est-ce qu'il se devant la presse, venir s'asseoir avec les journalistes pour parler? C'est sa propre gloire. Pour moi, il y a un cadre défini. C'est à la faveur effectivement des questions orales avec débat où le député est amené devant l'autorité politique, poser des débats sur l'école. Il y avait des questions orales avec débat qui étaient programmées avec le ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia Kamara, qui devait passer. Il y a d'autres ministres qui devaient passer. Le ministre de la Route est passé. Mais avec la situation de la Covid-19, malheureusement, on est obligé de réduire le nombre de députés, de sorte effectivement à protéger pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire. Donc ça n'a pas pu avoir lieu, mais je voudrais quand même dire que la volonté y était, on n'a pas été empêché, ce n'est pas la faute du régime non plus, le Parlement est assez responsable, mais les circonstances ne l'ont pas favorisé. Alors, ça rejoint une analyse que fait Geoffroy Junier-Kouao dans son livre, c'est-à-dire que si l'exécutif se sentait, comment je vais dire, responsable devant le Parlement, ça faciliterait tout ce qu'on dit, ça nous éviterait ce genre de débat. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale peut interpeller un ministre? Est-ce que le Premier ministre peut aller rendre compte d'une décision prise devant le Parlement? C'est vrai que le régime présidentiel très fort dont parlait l'autre docteur pose quelques problèmes à la République quand même. Mais pour moi, le régime parlementaire également ne serait pas la solution. Voilà. Parce que... Mais en matière de gouvernance, est-ce que ça ne contribuerait pas à faire évoluer les choses? Peut-être que comme nous ne l'avons pas encore expérimenté, on peut croire que cela pourrait nous aider. Mais j'estime, après analyse personnelle, que le régime parlementaire pourrait même créer plus de problèmes. Parce qu'il suffira que la majorité passe d'un côté ou d'un autre, qu'on renverse celui-ci, et après il faut recomposer une équipe qui va renverser à son tour le Parlement, et ainsi de suite. C'est trop compliqué pour nous. Et je crois qu'il faut faire en sorte de laisser l'espace politique aux hommes politiques. Ça, c'est mon avis. Vous voyez,
il y a un homme politique ivoirien qui a dit quelque chose qui est d'une gravité telle que je ne sais pas pourquoi les médias, bon d'ailleurs les médias ne jouent pas leur rôle, il a dit, pourquoi les médias n'en ont pas fait l'écho, ne se sont pas saisis de cette question. On ne peut pas demander à des citoyens, aux administrateurs, à des administratifs, de devenir impérativement des hommes politiques. Quand on a dit dans ce pays, celui qui n'est pas, je ne dirai pas le nom du parti politique, doit libérer le tabouret, il y a eu des effets pervers. Il y a eu des effets pervers parce que des gens sont allés jusque dans de petits services, dit aux gens, bon, toi, tu es obligé d'être sur la liste de mon bureau politique ou ceci ou cela. Bon, on a des amis qui ont eu de telles situations. J'ai même vu sur la liste des candidats, des prochains candidats, des gens qui avant n'avaient jamais fait de politique. Ce sont de bons administrateurs, de bons financiers, de bons hommes de l'administration ivoirienne, de bons préfets, qui sont curieusement devenus aujourd'hui des candidats aux élections législatives, simplement parce qu'on a dit celui qui n'est pas celui-ci doit libérer le tabouret. Et comme ils n'ont pas envie de libérer leur tabouret, ils sont tous obligés d'aller compétir. Il faut libérer les Ivoiriens. Il faut laisser l'espace politique aux hommes et aux femmes qui ont envie de donner à la Côte d'Ivoire. Quand il m'entend parler, il le dit au Parlement, mais je le fais vraiment avec amour. Parce que je me suis dit, je vais au Parlement pour apporter ma petite contribution à l'évolution de la République. Vous voyez, de la République. Je n'y suis pas allé pour devenir un homme riche. Ce n'est pas un milieu d'hommes d'affaires. C'est un milieu d'hommes de pensée. Ceux qui croient en la République et qui croient que les valeurs qui sont égalité, justice pour tous doivent être respectées. Voilà. Il faut travailler à trouver une nouvelle classe politique qui émerge, qui comprenne ces choses. Ça, c'est moi. Là, je retrouve mon collègue tout feu, tout flamme. Hein. C'est comme ça que je connais, c'est comme ça que je l'apprécie. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'il dit en réalité, ben, je ne suis pas d'accord, parce que pour moi, un homme... On ne doit pas libérer le tabouret. Non. Je suis satrien. Je suis existentialiste. L'homme, il est libre. Il est libre sans excuse. Il est liberté. Comment on peut me dire que parce qu'on a fait une pression sur un citoyen majeur, responsable, et c'est par peur de perdre un privilège qu'il est obligé de manger son totem, et puis qu'on peut mettre ça, on veut mettre ça effectivement au passif des régimes politiques, je dis non, il faut arrêter. L'Ivoirien, nous sommes dans un pays de liberté. Et pour moi, je respecte la liberté. Il ne faudrait pas que les gens se cachent derrière leurs fantasmes pour trouver justificatif en accablant un parti ou des hommes politiques. Les gens font la politique parce qu'ils veulent le faire. Ils veulent la faire. Les gens, ils sont quoi? Ils cherchent des excuses. Pas parce que quelqu'un a dit qu'il faut libérer le tabouret, et puis ce tabouret devait être libéré, parce qu'il faut quand même être cohérent. Je suis quand même bien placé pour répondre sur la question. On ne peut pas être élu sous la bannière d'un parti politique. On est élu député sous la bannière d'un parti politique. On occupe le siège de président de l'Assemblée nationale sous cette bannière politique. Et après, on décide de ne pas suivre cette bannière politique, la cohérence et la conséquence, vous permettez, la cohérence et la conséquence voudraient que sans même qu'on vous le sollicite, vous devez déposer, c'est ça la responsabilité. La Côte d'Ivoire a un problème de responsabilité. Le jour, et je ne souhaite pas, ça ne va pas arriver, parce que dans tous les cas, je crois à mon parti, je crois à la devise de mon parti, je crois au rêve de mon parti, mais le jour où mon parti s'éloignait de ce rêve, de ces valeurs qui fondent mon appartenance au RHDP, ça me trouve député, je ne vais pas attendre qu'on me dise de démissionner, même s'il n'y a aucune loi qui me permet de le faire. Je serai le premier à écrire pour mettre en jeu mon mandat de député. Si tant est que je ne me retrouve pas dans cette idéologie, c'est ça la responsabilité. En Côte d'Ivoire, on n'est pas responsable. On veut le beurre, l'argent du beurre. Voici le problème de la Côte d'Ivoire. Parce que la réflexion doit être menée. Il faut que nous soyons un modèle pour nos jeunes frères. La Côte d'Ivoire a un problème de modèle. Et je pense que moi, je trouve un modèle. Le président de la République, pour moi, est un modèle. Un modèle de persévérance, un modèle de combat politique, un modèle de conviction, et un modèle de tolérance. Pour moi, c'est des choses, effectivement, qui doivent compter. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de...
Vous avez dit que vous n'avez pas d'assistant, par exemple, que ça devrait aider, ça devrait vous aider dans votre travail. Mais est-ce que dans vos permanences, vous faites de la formation des militants, de vos militants? Moi, j'en fais. Lui aussi, je pense qu'il devait en faire et tout ça. Moi, je fais ce que je peux. Au-delà de la permanence, il y a un certain nombre de jeunes ivoiriens qui ont envie de s'engager en politique, à qui nous essayons d'indiquer des valeurs auxquelles il faut s'attacher pour espérer arriver à un certain niveau et servir vraiment la République. Donc, nous faisons ce travail, mais c'est à un plus petit niveau. Voilà. Nous sommes sollicités d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure en off, par certaines structures, à certains ateliers, quand il y a du coaching à faire avec quelques jeunes Ivoiriens, des femmes et tout cela, pour intervenir, encourager. Et nous-mêmes, dans les petites publications qu'on peut faire sur des réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai fait une publication pour dire oser, inviter des jeunes Ivoiriens à s'y mettre et à croire que, parce que ceux qui y croient, ceux qui ont ce rêve que j'ai aussi, que je partage, pourront demain changer la Côte d'Ivoire. Donc, nous faisons du travail. Je voudrais savoir si nos jeunes amis ont quelques questions à poser. Oui. On va faire très court. Ma question s'adresse au maître. D'accord. De ma petite expérience ou de ma petite connaissance, j'aimerais rebondir sur votre dernière intervention. Est-ce que un tel propos, comme l'honorable l'a si bien dit, un tel propos libérer le tabouret, et que vous avez rebondi en disant, quand tu es élu sous une bannière politique et que tu décides de prendre une autre tournure, il faut libérer. Est-ce que la tête qui est indexée de la sorte ne peut pas agir sur ceux qui sont sous sa responsabilité, de sorte à les orienter vers une idéologie, vers une peur, si je peux le dire ainsi, une peur intérieure, de sorte à se rabattre sur l'autre idéologie politique qui n'était pas les leurs. Voilà, merci. Il faut quand même comprendre ce que je dis. Le contexte libéral le tabouret était dirigé vers l'ancien président de l'Assemblée nationale à l'occasion de sa déclaration faisant état de ce qui n'attendait pas à appartenir au RHDP. Nous disons qu'il a été élu député sous la bannière. Il a été également élu président de l'Assemblée nationale sous la bannière. C'est parce qu'il était RHDP qu'il avait été élu. Aucun texte ne l'obligeait à démissionner. Mais pour moi, par rapport à l'homme politique qu'il se voyait être, d'accord, l'homme politique qu'il avait dit qu'il était, pour moi, il fallait être cohérent, il fallait être conséquent. Donc cela ne peut même pas être une excuse pour ceux qui prétendent que c'est parce qu'on a dit ça qu'il ne peut pas fonctionner. Je ne parle pas de... Je peux comprendre que la question était dirigée, mais j'ai parlé des effets pervers. C'est-à-dire comment est-ce que d'autres personnes ont exploité cela. Aujourd'hui, moi je vais dans ma circonscription, je rencontre des adversaires qui vont dire à mes parents, mais moi je suis dans l'administration, si vous ne faites pas ça, on va me renvoyer. Je l'ai entendu. J'entends des gens dire, bon, si on ne fait pas, on n'élit pas, on ne vote pas pour moi, on ne va pas avoir la route, on ne va pas avoir ceci, on ne va pas avoir cela. Vous voyez, cette façon de faire de la politique, je pense, pour moi, ça devait rester du temps du président Félix Houphouët-Boigny. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient comme environnement. Ça, c'est pas mon parti, hein. Oui, il n'y a pas de problème, je veux dire. J'aurais voulu que cela reste dans le passé. Que vous étiez cette façon de faire reste dans le passé et pour qu'on épouse les choses du temps. Aujourd'hui, on doit pouvoir, sur certaines questions d'intérêt général, dépasser nos clivages politiques. Et puis regarder objectivement, est-ce qu'on a besoin d'envoyer tout le monde à la politique parce qu'on a envie de construire un parti? Moi je dis non. Je dis non. Très bien. Okay. Deuxième question. Okay. Vous vous présentez? Ok, bonjour à tous. Je suis Adama Malé, étudiant. Adama Mané. Malé. Oui, c'est ça. J'aimerais, ma question va à l'endroit de nos deux honorables. C'est lorsqu'ils ont parlé d'avoir un cabinet pour proposer des lois. Ce sont des députés. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir ce cabinet? Est-ce que c'est par décret présidentiel? Est-ce que c'est par ordonnance? Ou est-ce que c'est par proposition de loi qui émane d'eux-mêmes? Ensuite, lorsqu'ils auront ce cabinet, comment est-ce qu'ils ont fait et comment est-ce qu'ils feront pour lutter contre la corruption qui est aussi dans la deuxième fonction ou bien dans la troisième fonction, qui est un contre-pouvoir, jouer leur rôle de contre-pouvoir pour lutter contre la corruption. Voici ma question. Je pense. Oui, je prends la main. D'accord. Donc, la question, la lutte contre la corruption est une question qui m'intéresse
fortement. Vous voyez, pour moi, on devait commencer par assainir le milieu politique à partir de l'élection présidentielle. Vous savez que notre élection est financée, nos élections sont financées quelquefois par des fonds dont on ne connaît pas les origines. Non seulement il n'y a pas de plafonnement, il n'y a pas de contrôle. J'ai même proposé qu'on ait une sorte d'autorité administrative indépendante qui permettrait de gérer les finances dans le milieu politique. Les partis politiques ont une obligation de déposer des bilans relativement aux fonds publics qu'ils reçoivent chaque année après, au mois de mars, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez, vous partez à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, si vous êtes candidat, M. Geoffroy, si un djihadiste de je ne sais où réussit à faire entrer l'argent ici pour vous donner, personne ne vous demandera où est-ce que vous avez eu vos fonds pour pouvoir faire campagne. Autant de fonds. Voilà. Vous allez faire campagne, vous allez finir, et puis bon, si après vous devez rembourser ça d'une manière ou d'une autre, vous allez vous débrouiller. J'estime que avant on pouvait laisser tolérer des choses, mais avec les trafics d'hommes, les trafics humains, les trafics de drogue, les questions de djihadisme, le terrorisme qu'il y a dans notre sous-région, on devrait commencer à réfléchir à comment baliser le financement politique en Côte d'Ivoire. Pour éviter le blanchiment d'argent. Vous pouvez faire une proposition de loi dans ce sens? Oui, le souci avec les propositions de loi, c'est le régime. Notre régime étant présidentiel, le président de la République va tout faire pour s'adosser à une bonne majorité de députés et ta proposition ne pourra même pas être enrôlée. Sur la CEI, Commission électorale indépendante, j'ai l'un de mes collègues qui a déposé, il y a 2 ans de cela, qui a déposé une proposition, mais la proposition n'a même pas été enrôlée. Mais bon, parce qu'en réalité, il n'y avait pas de député pour appuyer cela. Voilà. Avant que vous ne posiez votre question, je vais répondre d'abord à cela. Il y a Maître qui voudrait répondre. Moi, il y a 2 questions qui ont été posées. La première, c'est de savoir comment les députés peuvent se doter des constituer leur cabinet. Effectivement, c'est une belle question, mais sauf qu'il y a une disposition dans le fonctionnement de l'Assemblée qui voudrait que lorsque des députés font des propositions de loi de nature à rendre onéreux les charges de l'État, ils doivent forcément, à la forme, ils doivent indiquer les sources du financement de ce projet. Vous voyez, ça rend un peu plus complexe les propositions de loi à incidence financière. Ça, c'est d'abord le premier obstacle. En tout cas, je pense que le pouvoir exécutif est suffisamment responsable pour comprendre que les députés sont un maillon essentiel. Le président l'a dit, et il donne la parole au peuple. C'est pour que effectivement, le peuple puisse se prendre en charge pour faire avancer effectivement notre jeu de démocratie. Il n'y a pas de raison de croire que c'est des choses qui ne vont pas être réfléchies, mais l'Assemblée ne peut pas, tout de go, légiférer sur la question, de sorte effectivement à mettre l'exécutif devant une situation où on n'arrive pas à donner les sources de financement d'une telle initiative qui peut coûter effectivement de l'argent. Sur le deuxième point, sur la corruption, jeune frère, je suis d'accord avec toi. Mon problème, je ne suis pas pour des gens qui, sans mérite, se mettent plein dans les poches. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit mériter les fruits de nos efforts. Je ne suis pas de ceux qui pensent à la course à l'argent sans effort. Et je suis heureux que le président de la République l'ait dit. À sa prise de fonction, il a indiqué que la lutte contre la corruption est pour lui une bataille à mener au cours de ce mandat. Et comme j'ai confiance en ce grand leader, en ce grand président, je n'ai pas de raison de penser effectivement que ça ne va pas se faire. Merci. Très bien. Bonsoir, messieurs. Merci. Toumbia, auditeur en sciences politiques. J'aimerais rebondir sur 2 points. D'abord, relativement à l'honorable Conan, j'ai pu entendre que vraiment le régime politique en Côte d'Ivoire est vraiment la cause de tous nos maux, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est bon? Ok. Donc, en vérité, j'aimerais savoir quel est le régime que vous proposez. Parce que nous connaissons le régime présidentiel, le régime présidentialiste qui est identifié à la Côte d'Ivoire, et le régime parlementaire. En France, c'est mi-parlementaire, mi-présidentiel, tout ça, on le sait. Mais quel est le régime que vous proposez?
Parce que là, c'est bien de dire que c'est le régime, mais on ne sait pas qu'est-ce que vous proposez. Pour nous qui sommes en bas, vraiment, on aurait aimé avoir votre position sur ce point. Ça, c'est vous concernant. Maintenant, j'ai besoin de rebondir tout à l'heure sur le professeur. Ouais. Si vous permettez, vous avez dit aussi qu'on pourrait poser des questions. Bah oui, bien sûr. Professeur, vraiment, je tenais à vous féliciter pour la production que vous avez faite. C'est une production scientifique, vous avez fait vraiment beaucoup de recherches. Je tenais à vous féliciter pour cela. Mais il faut noter que j'ai noté que peut-être c'est un recueil de nouvelles, je crois. C'est pas de nouvelles. Un recueil de... Puisque c'est plusieurs points qui sont il y a eu plusieurs conférences qui ont été publiées. Et c'est un essai qui rassemble plusieurs textes exposés. Voilà. En trois grandes parties. Bon, en deux parties, ce que j'ai vu, non, ce sont politique, réflexion sociale, si je m'abuse. Et juridique. Et juridique. Voilà. Ah là là, malheureusement, je n'ai pas fini la dernière. Bon, ce que j'ai pu parcourir, il faut noter que relativement à la plutocratie dont vous parliez, bon, en fait, vous ne donnez pas le barème. Vous dites que 50 millions, c'est trop. Vous voyez, vous dites 50 millions, c'est trop pour la caution de la présidentielle, mais vous ne donnez pas le barème parce que le bas peut... Quel est le montant qui est bon? Et lui, c'est ça la question. Non, justement, lui... C'était 20 millions. Oui, justement, lui dit que ça ne devrait même pas exister. Très bien. Donc si ça ne doit pas exister du tout, puisque tout à l'heure, quand il a intervenu, il a dit qu'il y a 1226 candidats aux États-Unis. C'est exact. Donc du coup, tout le monde peut être candidat. C'est un peu dans ce sens-là. Ah ok, donc là j'ai pris bonne note. Maintenant, relativement à la caporalisation des médias, c'est-à-dire que j'ai lu sur la démocratie sans démocrate que les gouvernants ont tendance à s'approprier les médias d'État. Mais est-ce que je voulais poser une question sur ce point-là? Est-ce que cela a véritablement un impact avec l'apologie des réseaux sociaux qui permettent à tout citoyen de s'informer à tout moment, avant même que la RDI ne révèle certaines choses? Je pense que les réseaux sociaux nous informent suffisamment. Ça peut être, bon, ça peut ne pas être aussi vérité, mais bon. On va laisser... À côté de ça, il y a une toute dernière question. Si vous permettez, j'ai tout le professeur. Le professeur parce que les honorables... Ça c'est très bon. L'ivoirité, ce n'est pas la faute, c'était pas une faute politique. Ouais. Mais il a dit que c'est une préférence nationale. Est-ce que... Non, je vous donne la citation. On aurait pu l'aborder parce que... Alors, il écrit exactement ceci. L'ivoirité n'est pas une faute politique, mais une erreur idéologique. Ça, c'est à la page 103. Une erreur quoi? Une erreur idéologique. Ok. C'est à la page 103. Ça pourrait... À la suite, si vous continuez un peu, vous allez voir, mais une préférence nationale. Oui, d'accord. Ok, oui, c'est vrai. Donc, la mondialisation... Bon, pardon. Avec la mondialisation, je ne sais pas où on est en train de parler des États-Unis d'Afrique. Je pense que c'est le thème qui est un peu distillé. Donc du coup, je ne sais pas pourquoi encore revenir sur cette histoire d'ivoirité. Donc vraiment, j'aimerais savoir. En fait. Très bien. Ce sont mes différentes questions. Il y a... Excusez-moi pour tout le temps pris. Merci encore. Merci. Je dirais que sur la question du régime, je n'ai pas la solution miracle pour vous dire, bon, allons-y au régime parlementaire et on aura résolu tous les problèmes de Côte d'Ivoire. J'estime que le régime présidentiel tel que nous pouvons le voir dans des livres, il fonctionne ici, mais il ne marche pas correctement. Il fait même que le président devient trop fort. Donc pour moi, il faut réfléchir à quelque chose d'autre. Est-ce qu'il faut arriver à un régime mixte présidentiel parlementaire? La réflexion peut être faite par des gens, comme il a dit, il faut conceptualiser, il faut faire tout ça, mais il faut aller vers autre chose. Après 60 ans d'indépendance, j'estime qu'on a le droit quand même, après 50 ans, de faire un bilan. Est-ce que le régime tel que nous l'avons emprunté depuis 50 ans, est-ce que ça nous a vraiment fait avancer? Moi, je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc, on peut mener la réflexion au-delà de nos appartenances, de nos clivages politiques, et puis trouver une solution pour faire en sorte que les pouvoirs de la République soient sur les mêmes pieds d'égalité et que tout se jugule. Voilà. Et en même temps, avant... Ah oui. Ouais, je rebondis. Vous m'avez oublié déjà? Non, il ne sait pas les dents. Non, non, je vais rebondir pour dire que moi je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème de régime politique. Très bien. Il faut réinventer l'homme ivoirien. Tout court. Il faut réinventer l'homme ivoirien. Il faut que
les gens sont suffisamment responsables de ce qui est son, de ce qui est attendu d'eux et des sanctions qu'ils pourraient encourir. Voici pour la Côte d'Ivoire. Il faut que l'instituteur sache qu'il a une responsabilité vis-à-vis de l'élève, que l'élève sache que l'instituteur est son maître. Donc, c'est une question de responsabilité. Très bien. Je vais m'avoir interpellé. Non, dans une république, on ne paye pas d'argent pour être candidat. Nous sommes dans une république. C'est la chose de tout le monde. En Suisse, le mode de suffrage est universel. À partir du mode de suffrage universel, on ne paye pas 5 francs pour être candidat. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une erreur de croire que dans une république, il y a des gens qui peuvent gouverner et que d'autres ne peuvent pas gouverner. La vendeuse de Kabato peut être présidente de la République. C'est l'esprit même de la République, l'égalité de tous. Vous voyez, c'est ça d'abord l'esprit de la République. Deuxièmement, vous parlez de la télévision. Oui, vous avez raison, il y a les réseaux sociaux, il y a ceci, cela. La démocratie repose sur l'espace public. Quand on parle de démocratie, liberté d'expression, c'est ce que nous faisons là, c'est l'espace public. Vous voyez, le contradictoire et autres. Et le média par excellence, c'est la télévision. Jusqu'à preuve du contraire, la télévision a une audience plus grande que les autres. Vous voyez, moi je fais souvent la une des journaux en Côte d'Ivoire. Mais la réaction des uns et des autres n'est pas aussi spontanée. Mais lorsque, par exemple, on m'invite sur une chaîne de télévision, mais je reçois près de 200-500 appels de félicitations, de ceci, cela, etc. Donc la télévision reste toujours un média important et les télévisions ne devraient pas être des instruments de propagande politique. Et puis, troisième élément, sur l'ivoirité. Non, mais l'ivoirité, comme je le disais, c'est justement, vous savez, il y a des idéologies politiques. C'est ce qui fait qu'on a le multipartisme, parce qu'on n'a pas la même manière de voir la gouvernance publique. Vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'il faut mettre l'accent sur la préférence nationale, il y a des gens qui pensent que c'est l'universalité, il y a des gens qui pensent qu'il faut donner la place à l'offre, il y a des gens qui pensent qu'il faut plutôt donner la place à la demande, etc. Mais c'est ce qui fait le charme de cette démocratie. Et l'ivoirité, justement, fait partie des idéologies politiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que la préférence nationale doit être un axe fort de la gouvernance nationale. Et d'ailleurs, chers amis, prenez la constitution ivoirienne. La constitution ivoirienne consacre l'ivoirité. En quel C'est une très bonne question, fondamentale. Le préambule. La première phrase du préambule. Ouais. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, conscients de notre identité nationale. Mais l'identité nationale des Ivoiriens, c'est quoi? Le nationalisme n'est pas une faute politique. Dans ce cas, il faut supprimer les frontières. Dans ce cas, il faut supprimer les États. Seulement, ce que je pense, l'ivoirité, comme toute théorie, doit être exploitée dans le sens d'en faire une dynamique de développement. Malheureusement, il va y avoir l'importance de la télévision. Malheureusement, la gestion des médias publics a fait que c'est un seul camp qu'on attendait. Donc ça devenait pour finir une propagande politique. Alors que si on attendait tout le monde, de construction en déconstruction idéologique, intellectuelle, on allait relativiser les choses. Vous voyez, 2 parlementaires sont là en train de discuter. Mais on a appris beaucoup de choses. Mais ça a permis de relativiser les certitudes. Et ça enrichit le débat. Le débat contradictoire enrichit la démocratie, le monologue l'appauvrit. Vous avez dit quelque chose, peut-être que je ne partage pas. J'ai cru entendre, en fait, sauf erreur ou omission, que l'ivoirité était plutôt, n'était pas une faute politique, mais plutôt une erreur idéologique. Pour moi, c'est les deux. Non. Dans le texte, je dis que ce n'est ni une erreur politique, ni une faute politique, ni une erreur idéologique. D'accord. Pour moi, c'est les deux, à contrario. Hein. Vous savez, un concept ne vaut que par l'esprit qui le sous-tend. Nous savons tous dans quel contexte, j'ai même rencontré effectivement le père de ce mot. Quand vous sortez le mot de son contexte, vous pouvez réfléchir comme ça. On sait dans quel contexte. Moi, je ne suis pas de 90, hein, je ne suis pas de 92, je suis quand même bien avant. Aujourd'hui, voilà, donc je suis contemporain de ce mot. Et je compris que c'était un mot qui a été créé pour
dans un but politique, avec à la clé une volonté politique d'exclusion. C'est clair, parce que j'ai rencontré, je vous dis que j'ai même rencontré, j'ai lu là-dessus, j'ai lu pas mal d'essais là-dessus. Quand vous sortez le mot dans ce contexte, quand vous mettez le mot en relation avec le préambule de notre constitution, la loi fondamentale, je suis d'accord avec vous pour dire non, que c'est un thème, la citoyenneté, la citoyenneté. Mais non, le mot ivoirité a été conçu dans une visée d'exclusion des candidats potentiels. Et on s'est donné les moyens pour induire dans la conscience collective. Et c'est eux le PDCI. Pour induire dans la conscience collective une volonté d'exclure de la course à la présidence des candidats potentiels. Et je pense que le PDCI est la racine de tout le mal à ce niveau-là. Donc pour moi, sortir de ce contexte, effectivement, ce n'est ni une faute politique, ni une erreur idéologique, mais lorsqu'on vient dans le contexte du mot, dans les circonstances de son édiction, c'est une faute politique, c'est une faute idéologique et c'est le mal de la Côte d'Ivoire. Je suis Saïdou Mohamed, étudiant. Et ma question elle est relative au ratio, au nombre de députés. Et on a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a changement de régime, on augmente le nombre de députés. J'aimerais savoir, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour le régime au pouvoir d'avoir la majorité au Parlement? Ma question s'adresse. Bonne question. C'est un constat que nous avons tous fait. Nous, en 2012 déjà, on avait produit, nous, au PDCI-RDA, un document pour dire que le régime venait de se tailler 27 places de députés avant qu'on ne commence la compétition. 27 postes en plus où ils étaient sûrs qu'ils allaient l'emporter. Je veux croire qu'on tirera les leçons de toutes ces choses pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous voyez, si demain le PDCI-RDA arrivait au pouvoir, croyez-moi, je ne serais pas de ceux qui voudraient systématiquement qu'on augmente le nombre de députés pour se tailler une majorité au Parlement. Voilà ce que je vais répondre sur cette question. En tout cas, moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que la création des circonscriptions se fait après une étude. Mais je n'ai pas pensé quand même que quand on crée des circonscriptions, on sait déjà que c'est favorable à tel parti politique. Mais je crois que ça c'est du charlatanisme. De mon point de vue, il faut qu'on arrête de créer des clichés de bastions et tout ça. C'est-à-dire ces choses. Existe, hein? Non, excusez-moi. Il faut qu'on arrête de créer des complexes ou des clichés de bastions. Pour moi, aucune circonscription n'est acquise d'avance. Mais il faut que les partis d'opposition jouent leur rôle. Le PDCI a animé combien de meetings à Kani? Mais quand il s'arrête à Yamoussoukro, et puis on vient dire effectivement que le RHDP, comment on appelle, a pris le Nord en otage, c'est des conneries. Il y a des RHDP qui est maire à Gagnoua, il y en a qui sont maires à Boaké, même à Yamoussoukro. Il faut que les gens travaillent. Les partis politiques n'ont qu'à quadriller le pays. Ils n'ont qu'à arrêter de se cantonner dans leur petite région ethniciste et pour crier au loup et trouver en toute occasion pour dire effectivement qu'on est en train de faire effectivement on est en train de prendre des dispositions pour s'accaparer tel électoral ou bien telle circonscription. Il faut que les partis soient courageux. Moi, depuis que je suis député, ça fait maintenant 5 ans, 4 ans. 4 ans. J'ai jamais vu le PDCI actif à Kani. Doumbia, vrai ou faux? Le FPI n'y a jamais été. Mais moi, je sais que mon parti, le RHDP, est passé partout en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi on est surpris de savoir effectivement qu'on rafle tous les sièges? Comment ça va se faire? On va dire que c'est la triche, mais c'est la réalité, c'est le fruit de l'effort. Il faut qu'on apprenne à faire des efforts. Il faut qu'on aille à la rencontre des populations de façon objective. Qu'on arrête de se faire le complexe financier. Pour dire, voir tout en argent, non. Parce que le rendez-vous électoral, c'est un rendez-vous entre une personne et un peuple. C'est un rendez-vous entre des idées et un peuple. D'accord? C'est l'occasion d'impact entre un homme et ses concitoyens. Il faut respecter effectivement nos populations. Je veux dire sur cette question que nous sommes tous ici, on se connaît. Et nous connaissons bien la Côte d'Ivoire. Chacun sait ce qui s'est passé dans notre histoire récente. D'accord. Je veux dire, quand on décide d'augmenter le nombre de circonscriptions, il faut définir des règles objectives qui permettent d'apprécier en prenant
la circonscription de Kani, de la comparer à la circonscription de Soubré ou bien de Méadi, qui nous permettent, nous qui ne sommes pas dans le bureau où on prend la décision, de comprendre qu'on a décidé qu'à Kani, il y aurait désormais un député, parce qu'à Soubré, dans les mêmes conditions, on a un député. Mais si je fais le constat de ce que dans une région qui compte 3 fois moins de population qu'une autre région, on a 3 fois le nombre de députés que la région de Soubria, je peux croire qu'on a fait ça à des fins politiques. Je peux croire qu'on l'a fait à des fins politiques. Et c'est mon droit de le croire. Je suis d'accord, mais je vais quand même préciser quelque chose. Vous savez, il faut qu'on essaie, quand on est dans une république, il faut qu'on ait des réflexes des citoyens d'une république. Alors, les circonscriptions se créent par décret sur proposition du conseil de la CEI, la commission électorale indépendante. Voilà ce que les textes disent. Et au PDC, je suis quand même surpris parce qu'il y a de grands intellectuels, de grands politiques et tout ça, des juristes, des avocats et tout. Mais comment on ne peut pas, si on estime effectivement que ce décret n'est pas égalitaire? Nous avons une chambre administrative à l'époque, qui est maintenant un conseil d'État. Mais qu'est-ce que le PDC a posé comme acte judiciaire pour pouvoir dénoncer ce qu'ils estiment effectivement comme étant un excès de pouvoir? S'ils estiment que le décret, parce que le décret c'est l'acte administratif, ça peut s'attaquer. Quel acte ils ont posé? Mais le PDC fait tout pour lui dans la presse. Il faut d'abord être la République, c'est utiliser les leviers légaux pour combattre ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas en phase avec la loi. C'est pour cela que lorsqu'on est immobile, on ne peut pas crier au loup, les circonscriptions étaient bien taillées, le décret était parfait, parce que ça n'a jamais été mis en cause, ça n'a même pas été critiqué. C'est ce qu'il faut retenir. Ce que je vais dire sur cette question, c'est ce qui est objectif pour moi. D'accord. Parce que tout le reste, c'est de la subjectivité. Je dis pour terminer sur cette question, mais attendez, pourquoi est-ce que les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, plutôt que de se préparer, étudier correctement et aller à un concours, préfèrent chercher à connaître celui qui organise le concours? Pourquoi est-ce que le citoyen qui a affaire à la justice, plutôt que de chercher un avocat pour aller le défendre, cherche à rencontrer le juge qui va trancher l'affaire? Mais simplement parce qu'ils n'ont plus confiance aux institutions. Si le PDCI ne le fait pas, c'est parce que le PDCI n'a pas confiance aux institutions qui ont la charge de traiter ces questions. Est-ce que ce ne serait pas une démission? Non, ce n'est pas une démission. Je suis désolé, ce n'est pas une démission. Ce n'est pas seulement le PDCI. Sur différentes questions, je suis en train de vous citer le cas de comment on appelle? Moi-même, mon cas. J'ai tenté une action auprès du Conseil constitutionnel sur la composition de la commission électorale indépendante. On m'a rejeté purement et simplement ma demande sous prétexte que les députés ne m'avaient pas donné mandat. Alors que au cabinet de Maître Blessy qui conduisait l'affaire, les députés avaient effectivement déposé leurs pièces d'identité et tout cela. Et ils estiment que, le juge estime que les députés en question qui ont signé un document ne m'avaient pas donné un mandat qui me permettait d'agir en leur nom et pour leur... Et vous pensez ça c'est illégal? Vous pensez ça c'est illégal? Je n'ai pas dit que c'est illégal. Oui, mais en quoi est-ce que... Je ne dis pas que c'est illégal, mais est-ce que vous pensez qu'une telle façon de raisonner, là, elle est juste? Oui, bien sûr. Vous pensez? Mais vous pensez? Je suis désolé. Quand des députés d'un groupe, quand des députés signent un document auprès d'un avocat, quand on élit domicile chez un avocat, et que l'avocat conduit une telle démarche, à mon humble avis, s'il y a un problème, on peut même demander au cabinet, est-ce qu'on a tel ou tel document? Mais moi j'ai le document, je peux vous le produire, le document que Maître envoie, je peux vous le donner, mettre sur les réseaux, vous allez voir la signature des différents avocats, des différents députés. Bref, je veux dire, c'est la confiance perdue. Les citoyens, de plus en plus, n'ont plus confiance en nos institutions, et plutôt que de faire ce qui est de droit, les gens règlent les problèmes de façon politique. Je suis ça. Vous savez, alors je comprends mon excellent collègue, parce qu'il n'est pas de la séraille. Hein. Moi, j'ai l'avantage d'être avocat, donc je côtoie le système judiciaire. J'ai lu cette décision, c'est une très bonne décision. C'est une décision d'irrécevabilité, mais tirée justement par son défaut de pouvoir. Vous voyez, parce que l'action en justice, parce que c'est quoi? C'est un pouvoir légal par lequel une personne saisit un juge d'une prétention
pour l'obliger à statuer. Mais il faut voir le pouvoir légal. En quelle qualité vous allez saisir le Conseil constitutionnel en vous positionnant comme mandataire. Est-ce que la loi vous permet d'être mandataire? Parce que le mandataire pour la saisine en justice est prévu par la loi. Il y a un avocat qui est le représentant, c'est l'avocat qui peut avoir un mandat de l'item, de saisine d'une juridiction. Donc vous faites de l'usurpation de qualité. Désolé. Parce que, non, je viens entre guillemets, parce que vous n'avez pas qualité pour recevoir un tel mandat. Vous voyez, c'est des choses qui sont aussi simples. Mais quand on n'explique pas, on va manipuler l'opinion. Parce qu'il n'avait pas la bonne compréhension, certainement. De très bonne foi. Mais pourtant, pour lui, non, de très bonne foi. Pour lui, c'est pas comme ça devait se passer. Vous voyez, souvent, il y a des décisions de justice qui sont rendues, mais sur des détails. On dit non, le juge a été corrompu. La difficulté, je dis et puis vous allez. La difficulté, c'est que ce n'est pas juste à mon niveau. Je suis en train de vous dire que même des jeunes gens qui vont à un concours préfèrent aller chercher à connaître celui qui organise le concours plutôt que d'aller étudier. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est simplement parce qu'ils n'ont plus confiance au système. Nous devons travailler à recréer la confiance. Vous avez fait un sondage? Vous voyez, non, il y a beaucoup. Vous voyez. Il n'y a pas de sondage. Non, bon. Moi, je veux vous voyez, aujourd'hui, il y a eu une grosse objective. question en Côte d'Ivoire. Et vous, les constitutionnalistes, nous autres, nous allons vous attendre. Nous allons voir ce que vous allez enseigner demain avec la question de la décision du Conseil constitutionnel concernant l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Très belle. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Concernant le nombre de députés, on a tous reconnu que ce n'est pas un acte décrétal, un acte réglementaire. C'est ça. Donc le président ici, à la limite, agit comme une autorité administrative qui apprécie une situation. Évidemment, toute appréciation a une dose de subjectivité. Et en même temps qu'il est autorité administrative, mais il a même aussi autorité politique. Parce qu'il est le chef de l'État, président de la République. Donc évidemment, on ne peut pas aussi lui en vouloir de faire de la politique. Maintenant, pour corriger tout cela, il faut donner plus de sécurité juridique à la question. Sortir la question, par exemple, du pouvoir décrétal, pour lui donner, pour la mettre sous l'empire de la loi. Par exemple. C'est-à-dire que désormais, ce sont les députés, l'Assemblée... On vous dira qu'on est majorité parce qu'on sera... Non, peut-être, ça pourrait. Non. Et à défaut aussi, peut-être aller un peu plus loin, une constitutionnalisation de la chose avec quelques garanties. Parce que, en fait, moi, mon problème n'est pas politique et juridique. C'est ça. Mon problème, c'est un problème de gouvernance sociale. Quand on voit l'extrême pauvreté dans laquelle vit la population ivoirienne, les gens n'ont pas accès à la santé, les gens n'ont pas accès à l'école. La dernière fois, j'étais dans une école à Yopougon, ils font d'autres vacations. La première classe, le matin, c'est 97 élèves. La deuxième classe, c'est 110 élèves. Bon, dans de tels contextes, avoir trop de députés me paraît problématique. Je ne dis pas que le député n'est pas important, il a son importance, mais il faut hiérarchiser les choses. Je pense, je peux me tromper, excusez-moi honorable, non, y a pas de problème. De cette maladresse linguistique, mais je pense qu'un infirmier est plus important qu'un député dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Je pense qu'une sage-femme est plus importante qu'un député dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Je pense qu'un instituteur est plus important qu'un député dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, mettons l'accent... Mais en même temps, il faut des gens pour faire les lois. Non, je sais. Mais je pense qu'à 100, on peut faire une loi. Et tout à l'heure, Maître a dit quelque chose de pertinent. Et c'est pourquoi j'aime l'écouter, parce que ce qu'il dit est intéressant. Et l'honorable dit qu'il a totalement raison. Il n'y a pas de meilleur régime. Tout dépend, et là il se rejoint, de la qualité des hommes qui animent les institutions. Ouais, moi, la question de ratio ou du plus grand nombre de députés, etc., pour moi, tant qu'on sera dans un tel régime, la question ne doit même pas se poser. Parce qu'on a vu dans ce pays la transhumance politique. Et ça me permet de vous poser la question, vous, honorable. Comment expliquez-vous cette transhumance? Vous avez dit quelque chose qui est très fondamental. On peut vous élire un parti politique qui met les moyens techniques, les moyens politiques et souvent les moyens financiers à vos dispositions. Vous êtes élu sur la bannière de ce parti. Mais et du coup, vous changez après. On vous retrouve ailleurs. On parlait de responsabilité. Ouais, la responsabilité. Ça m'inquiète pour l'avenir, en fait. Non, justement, je pense que c'est le peuple. Vous savez, il y a des responsabilités qui sont politiques. Le peuple, il appartient au peuple de décider. C'est pour ça que nos concitoyens doivent être formés.
il faut qu'il soit formé, qu'on se lève, qu'on aille au-delà des contingences matérielles, des contingences financières. Et je pense que souvent, il y a des hommes politiques qui n'ont pas intérêt à ce que les peuples soient investis de la vérité, de la réalité. Et je suis d'accord avec mon cher frère. Bon, c'est moi qui suis le grand frère, c'est mon jeune frère aussi, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, je suis heureux de savoir effectivement que nous avons en partage cette tranche d'âge de nouveaux hommes politiques qui pensent que dans la contradiction, dans l'opposition d'idées, on peut tenir une vérité, on peut sortir une vérité. On peut faire la politique dans la vérité. C'est ce qu'on veut. Nous sommes de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin d'être riche pour véhiculer des idées et pour rêver à une meilleure Côte d'Ivoire. Mais je suis d'accord avec vous, parce que la responsabilité, c'est ça aussi. Il faut que les Ivoiriens, sans texte, puissent assumer leurs responsabilités. Et je vous l'ai dit, le jour où le RHDP, je ne crois même pas qu'il va le faire, le RHDP s'éloignait de ses valeurs qui le fondent, des valeurs de rassemblement, des valeurs d'amour partagé, des valeurs de travail et de rêve pour une meilleure Côte d'Ivoire. Si le RHDP, d'aventure, le RHDP devait faire comme le PDCI, étant un parti de droite. Non, je le dis honnêtement, un parti de droite, ou bien le FPI, un parti de gauche qui vire à 90 degrés, un parti de gauche socialiste qui devait effectivement un parti nationaliste. Si c'était le cas au RHDP, mais bien, j'ai déposé effectivement les clés de ma qualité de député. Alors, on va terminer là-dessus. Quels sont, pour vous, les grands défis à relever au cours du prochain mandat de député? D'abord, il faut réussir. Le premier des défis, pour moi, c'est de réussir l'élection. L'élection, oui. Depuis les années 2000, la Côte d'Ivoire, on a l'impression que les périodes d'élection sont des périodes d'angoisse. Je veux espérer que la Côte d'Ivoire puisse sortir de cet environnement d'angoisse à chaque fois qu'il y a des élections, pour qu'on puisse faire des élections pour une fois, et puis qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de destruction et tout cela. Et quand on aura réussi cela, il faut travailler à renforcer la démocratie parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Il faut mettre en évidence, utiliser le règlement que nous avons dans sa plénitude. Il faut faire en sorte de respecter ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ce qu'on a écrit. Il faut tout faire pour se conformer à ce qui est écrit. Parce que ça aussi, ça a été l'une des grosses difficultés que nous avons eues dans le mandat précédent. On dit, l'article 100 de la Constitution ivoirienne dit que l'opposition parlementaire doit avoir une représentation, j'ai un peu oublié le mot, mais doit être suffisamment bien représentée. Jusque-là, c'était une question de proportionnel au niveau de la composition des bureaux, au niveau de la désignation des personnes qui devaient avoir des responsabilités. Mais avec le nouveau président qui est arrivé, on a eu droit à autre chose, quelque chose auquel on n'était pas habitué. Donc du coup, ça a créé un environnement qui n'était pas bon jusqu'à ce que nous autres intervenants à certains niveaux, les uns et les autres puissent comprendre qu'il faut participer malgré tout au débat. Et pour ceux qui nous suivent, vous savez que après l'élection présidentielle, il y a eu un gros débat sur la participation ou non à l'élection législative. Et je me suis positionné en ce moment-là pour dire que l'opposition avait l'obligation d'aller à ces élections législatives. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais pour moi, nous devons, au risque de disparaître, pour moi, nous devrions, après cette élection, travailler à renforcer notre démocratie, à faire en sorte que nos institutions inspirent confiance. Inspire plus confiance aux Ivoiriens et qu'on travaille à renforcer notre démocratie véritablement. Et justement là-dessus, je vais vous demander, mais comment vous expliquez après aux électeurs à qui vous avez dit n'allez pas voter à la présidentielle et à qui vous demandez maintenant venez voter pour moi dans ma localité? On a fait beaucoup de débats sur cette question, cette question, mais je dirais que il a dit, le docteur a dit, le régime présidentiel, c'est trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, je ne sais pas si c'est bouclé ou bien ça va être bouclé, mais la bataille qui s'ouvre est une bataille pour le contrôle du pouvoir législatif, qui d'ailleurs devrait permettre aux partis ivoiriens de disposer de fonds publics pour financer la suite du combat, de la lutte comment tu as dit, du débat, là pour financer la suite du débat. Je souhaite donc
qu'on ne se censure pas parce qu'on n'a pas participé à l'élection présidentielle, mais qu'on se concentre plutôt sur l'élection législative et rechercher la majorité pour devenir un véritable contre-pouvoir. Voici mon point de vue. Moi, je suis heureux. En tout cas, je voudrais, docteur, vous dire merci. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Et vous dire merci également. Merci à mon cher ami. Mais dire que je suis heureux que le PDC soit revenu, ainsi que les autres partis de l'opposition, même si cela effectivement dénote d'une incohérence politique, parce qu'on ne peut pas en même temps dire qu'on ne reconnaît pas un président de la République, on ne reconnaît pas une réalité institutionnelle, et puis on vient sous cette même réalité-là briguer un mandat législatif. Mais je comprends, ce n'est pas de lui qu'il s'agit, je n'ai pas l'effectivement de groupe, parce que c'est un garçon qui a été toujours cohérent. Mais au-delà, je voudrais rêver avec la Côte d'Ivoire. Je suis un produit de la Côte d'Ivoire. Né en Côte d'Ivoire, j'ai fait l'école primaire EPP comme on le dit. J'ai fait le CEGT CF Boaké 6e avec Kalou Bonaventure qui était mon voisin de classe. Après, j'ai fait 2 années au lycée de Sakassou, donc j'ai connu la Côte d'Ivoire avant de venir à Abidjan où j'ai eu le bac. J'ai fait l'université, l'UFR du Sciences juridiques administratives et politiques de l'Université d'Abidjan. Je suis titulaire du CAPA, le certificat d'aptitude de la profession d'avocat, ici à Abidjan. Et donc, je m'honore de ce que la Côte d'Ivoire m'a donné. Mais je pense que je dois à la Côte d'Ivoire, à mon tour d'être reconnaissant à la Côte d'Ivoire. Et je voudrais inciter mes jeunes frères, me tourner vers eux. Au-delà de ce débat entre parlementaires, c'est un débat d'espoir. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous cette pensée positive qui est l'effort. Que vous compreniez qu'ici en Côte d'Ivoire, on ne considère point l'homme d'après ses origines, mais d'après son travail. Tes parents ont beau être de puissants seigneurs, si tu ne fais pas tes devoirs, tu n'échapperas pas à la médisance. Ce sont les valeurs personnelles qu'on considère. Ce sont les valeurs personnelles qu'on doit considérer. Voyez-vous, si le fils du dernier paysan se distingue par son effort, il vous dépassera. Vous deviendrez son serviteur. Apprenez, étudiez, lisez. Privez-vous de sommeil. Ne vous souciez pas de votre corps. Habituez-vous aux difficultés de la vie. Comme un bon prêtre ou un bon soldat néglige le confort. Et j'ai dit. Merci. Je vous souhaite déjà une très bonne campagne. Et j'espère que nous allons nous retrouver pour d'autres sujets, d'autres débats.